Je ne sais pas trop ce qui nous a mené jeudi à tant de réflexions sur le passé de la France, ou plutôt si ce qui nous y a mené, c'est son présent. C'est ce qu'elle est devenue. Ne croyez pas qu'il va être question pour l'instant, du moins, des grandes idées politiques. Nous avons commencé à réfléchir gentiment, calmement, à propos des voitures et de ma vieille marotte selon laquelle presque tout ce qui nous est arrivé est contenu dans le destin et le dessin des voitures, des carrosseries, de la mécanique autour de nous. Et ce qui est curieux, c'est que tout nous ramène en ce moment à cette France qu'on pourrait appeler à la fois orgueilleuse et modeste, enfin orgueilleuse et raisonnable plutôt, parce que modeste, elle l'a jamais été. Et ce que j'ai coutume d'expliquer à mes amis, c'est que dans le dessin d'une 205 et dans celui d'une Renault 5, il y avait une sorte de condensé de la France de l'époque. Et pourquoi ai-je souvent l'occasion de l'expliquer? Déjà parce que ces deux voitures viennent se garer devant le Novax Bar assez régulièrement. Il y a aussi une Clio, une Saxo, une 306 qui côtoient les gros 4x4 Nissan et même un Hummer d'un caractériel qui habite une ferme isolée là-haut où, paraît-il, se réunissent des chasseurs de la ville qui s'échangent leurs copines en douce. Mais de ça, nous parlerons plus tard. Plutôt que de condenser, on peut parler d'aboutissement, de résultat d'une évolution qui ne demandait qu'à se poursuivre, celle d'un pays, la France, assez malin pendant très longtemps pour produire des ingénieurs qui venaient du peuple, qui avaient à la fois un génie propre et un génie qui venait de leur milieu. Quand l'abonné au Monde m'a agressé sur le thème Tu racontes n'importe quoi, j'ai expliqué que si, en 1950, les gens naissaient. Comme par hasard, a-t-il dit, la date est bien choisie, tu nous fais ton boomer là. Bah oui, ça tombe bien, ils sont très nombreux parmi ceux qui m'écoutent. Je disais donc que les gens naissaient en France dans une conjonction entre leur génie génétique propre, auquel je crois beaucoup, les gènes personnels, et puis celui de leur milieu, qui existe aussi. C'était une époque où personne n'avait encore agité le bocal dans tous les sens. On avait encore le temps, on concevait une voiture en 5 ans, voire 7 ans pour la 2 chevaux, alors que maintenant c'est 30 mois tout au plus. 7 ans, c'est ce qu'il faut pour obéir à son instinct, pour le marché. C'est ça que j'appelle la génétique du lieu auquel on appartient. C'est le délai aussi pour obéir à son intelligence pour la conception. Il y a eu des ingénieurs plus doués et visionnaires que les autres, en Italie notamment, et c'est ça que j'appelle la génétique personnelle. C'est tout ça qui a volé en éclats avec la modernité et l'industrie internationale. Maintenant, ils produisent des voitures en 30 mois, ils étaient 300 au début, ils sont 3000, 4000 à le faire, ils vendaient la Renault 5 à 5 millions d'exemplaires. Et la capture aujourd'hui c'est 2 fois moins, et surtout le résultat nous le voyons, vous le voyez, l'aurais-je dit, puisque nous avons les deux modèles côte à côte derrière la fontaine. Vous avez d'un côté une voiture à l'échelle d'un village comme le nôtre, capable d'aller dans la plupart des ruelles d'ici, la Renault 5 qu'on peut réparer soi-même, qu'on peut faire entrer dans le garage, un genre de petit garage où il y avait une charrette en 1900, et de l'autre, vous avez un gros truc impossible à garer, autre part que sur la place ou sur une avenue. On est passé de 800 kilos à 2 tonnes et demie, plus question de réparer quoi que ce soit évidemment. À la limite, la voiture te dénonce si tu essaies de le faire. Gustave a dit, il exagère pas là, si ça se trouve, sans te dénoncer vraiment, en téléphonant à la police, la voiture du futur enregistrera tout ce que tu as fait et ça pourra être lu au contrôle technique. Mais Léon nous a rassurés là-dessus en disant, il est vrai que c'est la tendance actuelle, ça c'est certain, mais tout va s'effondrer avant, vous allez voir, cette prétention des gouvernements à entrer dans la tête des gens, dans leur façon de conduire, de s'exprimer, tout ça va s'effondrer parce qu'ils ne peuvent plus tenir les rênes, tout simplement. Je veux dire, a-t-il dit, les gens de Bruxelles, les fonctionnaires qui veulent que la réalité leur obéisse, au lieu d'en tenir compte, de l'analyser, tout cela vont être balayés un jour, très prochainement. Et si vous voulez une prophétie, la plupart des pays vont revenir au principe de bon sens. On fait contrôler un véhicule au moment de la vente, un point c'est tout. Tu vas me dire, comme tous les gens de mauvaise foi, oui mais tous ces cercueils roulants, etc. Ben moi je te réponds,
Tu les croises jamais sur autoroute, ces cercueils roulants. En campagne, les gens qui ont une voiture minable, ils vont pas sillonner la France et ils roulent pas à 140. Mais Adi Léon, écoutez-le, on en a parlé hier, il a raison, cette évolution des voitures est assez parlante, elle en dit long sur ce qu'a subi la France. Non, je lui disais simplement, et j'expliquais, et je racontais à nos amis, parmi lesquels Maud était curieusement très d'accord avec moi, je lui disais simplement que si tu regardes la gamme Renault ou Volkswagen, il y a un très grand nombre de voitures dans les années 80 qui ont commencé à s'appeler Arizona ou Nevada ou Malibu, mais surtout, toutes les publicités pour les voitures européennes étaient tournées au Nouveau-Mexique. Et ensuite, plus les voitures sont devenues grosses et hautes, et plus elles ont ressemblé aux voitures des fermiers américains, ceux qu'on voit dans les films, comme par hasard, et moins elles ont pu entrer dans les ruelles de nos villages, dans les garages. D'habitude, avec ta Renault 5, tu arrivais dans une ruelle du village sous ta maison, avec un petit Porsche, ça passait tout juste, et tu pouvais décharger tes courses au pied de l'escalier à l'abri de la pluie. Mais maintenant, tu laisses ton char d'assaut au pied de l'église parmi les arbres et puis tu remontes à pied avec tes cabas ou avec ton machin, ton chariot à tirer. Et ça a l'air de rien, mais finalement, l'habitat tout entier a suivi. Dans les villages, on a commencé à lotir des terrains, à les viabiliser en carré à l'américaine pour pouvoir mettre ces grosses voitures dans des garages à l'américaine aussi. Les maisons se sont écartées les unes des autres peu à peu. Dans les années 80, on a commencé à saluer son voisin sans lui parler. Pour se parler, on a été obligé d'aller à la salle polyvalente. Et qu'est-ce qu'on y faisait dans ces années 90 à la salle polyvalente? On y apprenait le yoga, le point de croix et la danse country américaine. Mais qu'est-ce que ça prouve, a dit, comme toujours, l'abonné au monde? Ça prouve, si tu me laisses finir, qu'on est devenus des chiens couchants dans tous les domaines et dans les mêmes années. Après le gendarme à New York, on a eu les visiteurs en Amérique, les films qui marchaient chez nous ont fait l'objet de remakes là-bas. Les acteurs de chez nous ont essayé de se mélanger au cinéma américain. Ça a donné 0 à 3 exceptions près qui ont été élevés en anglais au départ. Christophe Lambert, Michael Lonsdale et Vincent Cassel. Le fric du Crédit Lyonnais a acheté la métro Goldwyn-Mayer, qui était très peu métro, si tu vois ce que je veux dire. Non, je ne vois pas. C'est dommage, tout le monde voit. En tout cas, c'est dingue de penser qu'une banque née sous le Second Empire français, à Lyon, grâce aux soyeux lyonnais, à la manufacture de Saint-Étienne, etc., ait essayé un beau jour de faire un saut transatlantique dans les années 90 pour montrer qu'elle était à la hauteur de nos amis américains, comme on disait, comme s'il y avait égalité dans les termes de l'échange. C'était pas le cas du tout. On s'est fait blouser par les Américains là aussi. Le gendarme à New York n'est même pas sorti en Amérique. Les visiteurs à Chicago ont été un flop total et quand le Crédit Lyonnais a acheté la métro Goldwyn-Mayer, tout était plié d'avance. Résultat, on a claqué l'équivalent de 20 milliards pour acheter un truc qu'on a revendu pour 5 et en plus on l'a revendu à celui à qui on l'avait acheté. Pour quelle raison on a fait ça? Parce qu'il fallait prouver qu'on était devenu un partenaire à part entière de l'Amérique, ce qui est entièrement faux. Elle fait ce qu'elle veut, elle nous méprise totalement, il suffit d'avoir vécu là-bas pour savoir qu'ils nous prennent pour des crétins, et encore plus évidemment depuis Macron. Tu la racontes mal, cette histoire, a dit Maud, qui connaissait très bien l'Amérique, et rien de ce qui touche au showbiz de toute façon ne lui est étranger. Et donc elle a précisé que c'était une histoire banale, la métro Goldwyn, une sorte de Stavisky italien, nommé Paretti, ensorcelle le Crédit Lyonnais en lui disant « Aidez-moi à réunir la somme, je peux acheter la métro Goldwyn-Mayer ». Alors le prêt a lieu, il achète, mais il est incapable de rembourser à la banque, il a donc menti à tout le monde, donc le Crédit Lyonnais, la banque des soyeux lyonnais, qui n'achetait et qui ne prêtait il y a un siècle que sur du solide, là, essaye de régner sur Hollywood en devenant propriétaire d'un studio de cinéma. Sauf que l'Amérique lui trouve tout de suite une règle qui interdit à une banque de gérer une affaire de ce genre. Et hop, terminé, obligé de revendre à perte. Pendant que Lynn Renault allait faire sa petite VRP, pendant que les chanteurs français s'installaient là-bas à Hollywood, ils ont tous fait le voyage, les Sardou, les Johnny, même Depardieu. Lynn Renault, en bonne agente de la puissance américaine, leur trouvait des baraques. Ensuite, elle faisait la visite pour TF1 chez Nikos Aliagas. Hop, Danny Boone ceci, hop, Bruel cela, à Pacific Palisades. À la même époque, Marc Lévy, Guillaume Musso te racontaient des trucs qui se passaient tous à Central Park, comme par hasard.
Là, comme j'avais fait participer Vladimir à notre conversation dans ma cuisine par le biais de Zoom, vous savez, l'application en direct sur mon grand écran de l'arrière-cuisine, et comme il était là, donc en chair et en os, pratiquement, malgré sa fenêtre qui donnait sur le Danube, il nous a dit, dis donc, quand tu regardes les choses vues de l'Est dans les mêmes années, tu t'aperçois que la France dont tu parles, celle qui fait des directs de la nouvelle villa de Polnareff ou de Bruel ou de Danny Boone à Malibu, celle qui nous emmerde depuis 40 ans avec Lynn Renault, n'a strictement, mais à aucun égard, et a même du mépris, de la rancœur, un désir de quarantaine envers les artistes qui se produisaient dans ces années-là à Moscou, les Patricia Cass, Mireille Mathieu, Depardieu, etc. Il faut voir qu'à l'Est, depuis la chute du communisme, ils achetaient et ils regardaient tout le temps tout ce qui venait de France, surtout les De Funès, le tandem Pierre-Richard, Depardieu, La Chèvre, etc. Et donc quand ils voient en ce moment certains Français, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont volé le pouvoir, appeler à la haine carrément contre la Russie, au boycott systématique de tout ce qui est russe, au vol des comptes en banque, ils se disent que quelqu'un a volé leur âme aux Français. Et ce quelqu'un, c'est évidemment les États-Unis. C'est à cause de ce qu'un jour nous a raconté l'écrivain, il voulait surtout pas de ça, puisque ça commençait chez nous, on commençait à redécouvrir la solidarité continentale dans les années 2010. Des familles de Russes friqués venaient faire du tourisme et débarquer, par exemple, devant la fontaine de Campagnol, comme il nous l'a raconté. Et c'était bien parti en 2012. Et là, donc, il parlait de moi. C'est vrai, j'ai reçu des parents et leurs 2 enfants tout blonds qui débarquaient de Moscou en 3 ou 4 jours de voiture à Campagnol. Après, il y a eu la soi-disant révolte populaire ukrainienne et toute la suite. Et naturellement, l'abonné au Monde a dit cette idée ridicule du complot américain pour domestiquer les peuples européens, pour les empêcher de se réunir à la Russie, ça n'a rien de nouveau. À quoi Gustave a fait observer une chose, c'est que c'est pas parce que c'est pas nouveau que c'est pas vrai. Et Gustave a ajouté, maintenant que Musk, Trump et compagnie ont révélé l'ampleur de la mainmise américaine sur la vie de nos pays européens depuis 50 ans, on comprend combien et comment ils nous ont appris à haïr la Russie comme si nous étions des Allemands. En fait, c'était ça le but, c'était de nous rendre des Allemands. Et encore, a dit Léon, je te rappelle que Musk, Trump et compagnie viennent de dire « Regardez ce que ça nous coûte de payer toutes les incitations à la licence des mœurs, au libéralisme marchand, plus ou moins mafieux, dans les pays d'Europe. Regardez tout ce que dépense l'USAID. » Et donc quand Musk critique et corrige les budgets délirants déversés sur la plupart des pays appelés à rejoindre le club américanophile, il dit ça ruine les finances américaines. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que ça ruine les âmes en Europe. Or, c'est exactement ça. En attendant, a dit l'abonné au Monde, les mouvements de libération, ça n'a pas ruiné les âmes, ça les a libérés. Toi, a-t-il dit à Vladimir en direction du Danube, là, qui a pour copain un général d'aviation et un aristocrate qui vivent ensemble, tu devrais être conscient qu'à Moscou, c'est pas possible. Ben, c'est toi, dit Vladimir, qui devrais être conscient que si, évidemment, c'est possible, à condition de ne pas se rouler des pelles en public, c'est tout ce que demande Poutine, et de ne pas se déguiser en bonne femme. À Moscou, il n'y en a pas moins qu'ailleurs, mais comme tu dis, ils ne vivent pas ensemble au sens popote, au sens bobonne et son julot, ils ne se marient pas, ils ne sont pas démonstratifs, ils sont conscients d'être 10% de la population, ils se conduisent donc pas comme s'ils étaient 90%, comme au gouvernement français par exemple. Et en fait, si tu regardes bien, puisque tu soulèves la question, mais il faudrait que tu en parles directement avec le général de Rignac, de qui je tiens mes idées à ce sujet, les Américains ont fait de cette question des mœurs, du qui couche avec qui, un véritable cheval de Troie. Ils ont systématiquement favorisé en Europe la nomination de gens qui couchaient ensemble de manière, disons, un peu marginale. Et c'est pas par amitié pour le phénomène. Ils s'en foutent totalement du libéralisme des mœurs, enfin, en croire le général de Rignac. Non, c'est pour diminuer l'influence de la structure familiale, des règles qui régissent la vie des gens en dehors de l'État. Quand André Gide s'écrit au début du siècle dernier « Famille, je vous hais », il fait la même chose. Il a eu le prix Nobel d'ailleurs pour ça. En plus, il était ouvertement communiste. Il s'agissait d'abord de faire sauter la contrainte de proximité, la discipline au sein de la famille ou du groupe restreint, qui est source de résistance à l'État. Donc, en faisant un peu partout, en organisant des révolutions oranges, tu fais passer l'État pour le grand libérateur des contraintes, des mœurs. Tu crées et tu finances, dans le cas de l'Amérique, des milliers d'associations partout en Europe
qui auront pour mission de former des gens pour qu'ils reviennent à minuit après leur réunion dans leur foyer en disant oh, on n'est pas libre ici dans nos vieux pays, demain je couche avec qui je veux, je fais ce que je veux, j'écris des romans policiers où on tue 40 personnes et les gens n'appelleront plus ça un sanguinaire ou un cinglé, un type à supprimer, mais ils vont appeler ça un serial killer, un personnage déjanté mais intéressant tout de même, qui mérite d'être étudié par des médecins. En fait, on nous convainc que le serial killing, c'est le prix à payer pour la liberté des mœurs. C'est un accident du libéralisme, en quelque sorte. Ah non, la peine de mort, surtout pas. Hein. Le tueur mérite d'être rééduqué, comme doivent l'être, dans l'esprit des américanophiles, tous les rétifs au nouvel ordre souriant, obligatoire et futur. Léon a dit, Vladimir a entièrement raison, évidemment, l'Amérique a choisi dans les années 60 de conquérir la planète par l'hédonisme, par le principe « fais ce que tu veux », parce que c'était le meilleur moyen de lutter contre les dictatures. Et donc, je vais vous surprendre, mais je crois que le parcours de certains personnages, disons, controversés au sommet de l'État français, s'explique avant tout par cela, ce que nous venons de dire. Et pourquoi ne pas dire à qui tu penses? Parce que tout le monde pensera comme moi. Donc si, en tant que CIA, dans les années 60, mettons, je cherchais à recruter quelqu'un qui soit susceptible de devenir un agent solide, je recruterais d'abord un homosexuel de préférence, de 20 à 22 ans, dans un pays du tiers-monde, au sein d'un empire colonial quelconque, et j'irai le chercher parmi les activistes qui militent en faveur de la décolonisation contre son propre pays, donc parmi les activistes qui trouvent commande rigide que famille je vouais, que l'Europe de Franco, de Salazar, de Gaulle est l'ennemi de ma liberté de mœurs à moi, et que donc je vais chercher les gosses pour coucher avec sur un autre continent, comme ça se faisait beaucoup à une certaine époque, donc, qui s'achève dans les années 60. Donc l'Amérique à l'époque, en 65, mettons, me dit à moi, jeune homme européen, tu as entièrement raison, d'ailleurs je vais te faire connaître d'autres gens qui sont comme toi, tu n'es pas tout seul, etc. Résultat, quand le pays entre en guerre ouverte de libération anticoloniale, quand il y a des émeutes dans les rues, la CIA change de personnel sur théâtre d'opération, on met des vrais combattants, et qu'est-ce qu'on fait des influenceurs? Que devient le petit influenceur européen de 22 ans? Eh bien, on lui propose de l'embarquer pour l'Amérique, où on lui trouvera bien une unité dépendante de l'armée, pour le former aux nouvelles techniques de la guerre d'influence. Et hop là, gros stage, une fois en Californie, gros parcours au sein des services des influenceurs de l'époque, camaraderie masculine très prononcée entre stagiaires. 10 ans après, notre jeune homme se retrouve au milieu de la société civile américaine, exactement là où il faut, dans les mouvements de libération gay des années 70. Il sillonne les festivals de musique pop partout. Plusieurs fois, il va en Europe pour porter la bonne parole de l'Amérique dans des capitales au nom de la libération des mœurs. Berlin, Lisbonne, Paris, Vienne, mais surtout Paris. Parce que c'est là que l'argent de l'USAID commence à inonder les associations, et finalement il se produit ce qui était prévu, planifié depuis le début, après avoir fait tomber De Gaulle en 68 en finançant les rebelles étudiants, la CIA fait tomber Giscard et met Mitterrand à sa place. Attends, a dit l'abonné au Monde, je vois pas ce qui te permet d'affirmer ceci ou cela. Tu l'as lu quelque part ? Oui, quelles sont tes sources, a dit Gustave en parodiant la question tarte à la crème depuis 10 ans. Mes sources, a dit Léon, écoute, c'est la source de tout ce qui existe, c'est la fontaine générale. Moi, je lis dans les arcanes de la Providence, j'ai l'intuition de tout ce que je viens de dire, si tu veux savoir, et c'est mon droit. Et tu as le droit de dire non, j'y crois pas, mais n'empêche pas ceux qui m'écoutent d'être convaincus par ce que je dis. Et ce que je dis, c'est que mon petit agent européen de la CIA, là, qui a maintenant 32-35 ans, et qui a exercé divers métiers de couverture, passe toutes les années Mitterrand à fréquenter le Paris qui couche avec des garçons très jeunes, trop jeunes. C'est commode quand on est en mission pour les services secrets américains, on risque pas grand-chose, d'autant que le gouvernement français de l'époque est très protecteur, mais justement là, ça va très loin, trop loin, ça va jusqu'au crime.
Et là, Maud commençait à vouloir mettre son grain de sel au nom de tout ce qu'elle savait sur l'Amérique de l'époque. Elle avait été une grande ennemie de Régine, qui avait une boîte à New York. Elle nous disait moi aussi, Mick Jagger est venu chez moi, hein, qu'est-ce que tu crois? Mais surtout, elle semblait accorder foi au scénario de Léon, surtout pour ce qui concerne les années Mitterrand. Elle disait, il a entièrement raison, ça s'est passé comme ça, il y a eu une dérive, ces gens sont tous devenus cinglés au même moment, ils organisaient des orgies avec des gosses, et notamment la frange qui croyait pouvoir sortir de la clandestinité, écrire des articles dans les journaux à la gloire de leur mode de vie, la France tarée qui s'est dit, ça y est, c'est le grand soir, enfin on peut vivre nos pulsions à volonté, on vit une époque formidable. L'abonné au Monde a dit, mais t'en as pas marre de ressasser ces trucs-là? Et Maud a répondu, et toi, t'en as pas marre de les enterrer? Non, moi je le dis, c'est fini, ça va sortir, a-t-elle dit. Tu vois que ça commence à sortir, on est en train de découvrir qu'il y avait un véritable volet français énorme dans l'histoire de l'île aux enfants de M. Epstein. Et là, Maud a dit encore, vous pouvez me croire, quand on a fait la nuit comme moi pendant des années, on voit déferler tout ce qui se passe, l'écho de tout ce qui se passe en permanence. Et bien justement, qu'est-ce qui se passait? On veut savoir. Vladimir de loin à Budapest a applaudi en répétant oui, on veut savoir. Mais ai-je insisté auprès de Léon, tu nous as pas fini l'histoire de l'agent de la CIA qui fait ses classes en se mélangeant à toutes les dépravations européennes pour me faire de l'influence pour les services secrets américains. Qu'est-ce qui devient après Mitterrand? Eh bien, dit Léon, c'est assez simple, c'est allé tellement loin, cette dérive dans les années en question, qu'il est obligé de changer de vie. En plus, il a 40 ans, c'est plus l'âge de couchailler partout, donc changement de vie, changement d'identité, de métier, d'apparence. Mais écoutons Maud, elle allait nous dire les formes que ça prenait dans les années de libération forcenée, pour ne pas dire forcée. Allez Maud, dis-nous ce que tu entendais dire en fréquentant le showbiz dans les années 90. Alors là, je reprécise pour les gens qui ont attrapé la chronique en route que Maud est une femme de près de 80 ans maintenant qui a eu un père franco-américain qui avait un rat d'un établissement assez grand à Saint-Mandé, qui était à la fois un café-concert où le showbiz venait répéter avant l'Olympia, il y avait un restaurant. Elle était plutôt, elle, de la France de Sardou et pas de celle de Jacques Lang. Et donc, visiblement, à l'entendre, et nous l'avons entendu, elle ne recueillait pas directement les confidences alcoolisées des pires acteurs de la scène parisienne, mais elle entendait tout ce qui en sortait avec un léger retard. Et ce qu'elle avait à nous dire sur les années où la dérive des mœurs allait de plus en plus loin, notamment dans les rapports avec l'extrême jeunesse, faisait un peu froid dans le dos quand même. D'abord, elle nous a dit qu'on sous-estimait beaucoup le rôle des guerres dans l'alimentation de ce genre de trafic, et là, Vladimir a approuvé des deux mains en pensant à l'Ukraine, évidemment, mais Maud, de manière assez directe, a résumé le problème. Dans ces années, la CIA te fomente des émeutes de libération tous azimuts, et parfois des guerres carrément, comme au Kosovo, à Sarajevo, etc. Et là, tu vois tout un personnel de profiteurs de la misère humaine, de sauterelles de l'humanitaire, qui s'abat sur un pays, le Kosovo par exemple, c'est assez typique. Tu te dis, pourquoi moi, tenancière de boîte à Saint-Mandé, j'entends parler tout le temps des orphelinats du Kosovo, mais parce que c'est les gens que je connais, l'entourage douteux des chanteurs et des producteurs de cinéma, qui étaient intéressés par les très jeunes gens. Ils savaient très bien que l'humanitaire était un vivier. Déjà, je te rappelle qu'on a gaulé des gens qui volaient des enfants au Mali ou au Togo, je ne sais même plus quel pays, mais par charter entier. Pour quelle raison, je te le demande. En tout cas, à l'époque, c'est comme ça que ça se passait. Tu commences par foutre en l'air un régime tunisien, égyptien, bosniaque. À l'Est, c'était pareil. Dans la foulée, tu vois débarquer plein d'associations bourrées de travailleurs spécialisés dans l'aide sociale aux orphelins. Et là, tu m'as compris. Eh bien, si tu veux savoir pourquoi quelqu'un peut vouloir changer de vie complètement à l'époque, d'apparence, d'identité, après avoir vécu les années Mitterrand, tu grattes pour savoir quels excès ont été commis dans ces années-là. Et tu trouves assez rapidement. Tu ajoutes à ça les rapports avec le tiers-monde en général. Moi, à Saint-Mandé, j'apprenais sans arrêt qu'un tel qui faisait partie de la bande d'un chanteur
plus souvent d'un producteur de télé, posséder 2 ou 3 restaurants à Phnom Penh ou à Manille. C'est pas très dur de savoir ce qu'on y faisait, ni quel copain de copain à Paris faisait le voyage tout le temps. Alors au début, tu vas là-bas avec la complicité d'associés locaux. À Phnom Penh, à Hanoï, tu ouvres un claque qui fait des sushis en façade, et puis après arrive le boom des jets privés dans les années 90-2000. Et là, le général de Rignac pourrait en parler mieux que moi, mais de 2005 à 2015, ça y allait très fort. Les avions qui atterrissaient n'importe où sans contrôle avec 4 gosses à bord. Et enfin, à partir de 2015, là, c'est l'open bar absolu. Même plus besoin d'aller atterrir à Chambéry ou à Mont-de-Marsan, tu passes par le Bourget sans problème. Quand c'est une commande, les mecs ont des consignes, ils regardent ailleurs. La France est tellement pourrie, tellement corrompue qu'elle sert à ce moment-là de plaque tournante pour tout, la drogue, les enfants, les armes. Tu le vois très bien, a précisé Maud, avec l'enquête de Candace Owens. Et Vladimir a dit de Budapest, ah ça j'allais le dire, le général de Rignac m'en a parlé l'autre jour, ils disent ce que révèle l'américaine là, c'est l'existence d'un réseau d'échanges parallèles aux règles générales. Tu veux monter une opération, quelle qu'elle soit, prostitution, drogue, assassinat politique, et ben tu loues un hangar de maintenance aviation quelque part sur ce qu'on appelle un aéroport de service dans une ville moyenne d'un État corrompu, même aux États-Unis, et là tu prétends faire la visite technique des avions. En fait, quand tu regardes les logs, quand il y en a, parce que parfois ils débranchent carrément les transpondeurs, tu t'aperçois que ces avions vont de Miami à Vienne en passant par Paris. Et donc, a dit l'abonné au Monde, qu'est-ce que tu veux prouver? Bon, rien, a dit Maud. Enfin, si, on prouve tout avec ça. Tu as l'une des clés de ce qui se passe à la tête de l'État français. Ils débranchent le transpondeur pour tout, quel que soit le sujet. Et pour pas que ça se voie, ils achètent tous ceux dont le métier est d'ouvrir les yeux. D'ailleurs, tu en as un excellent exemple. Ils ont tellement un comportement scientologue mafieux, sectaire, qu'ils se sont arrangés pour supprimer les autorités de contrôle du genre anticorps. Ou quand ils ne pouvaient pas les supprimer, ils ont placé à leur tête des gens qu'ils contrôlaient. Il y a un autre exemple assez fameux, c'est la Miviludes, ce comité officiel contre les dérives sectaires. Je te rappelle, les missions de la Miviludes, ça fait trop rire. Ça fait des années que ça dure. Et dans le domaine de la nuit, on est forcément un peu dans la marge. En matière de manipulation mentale, on est pratiquement un observatoire à cause du mélange entre dépendance sexuelle, dépendance à la drogue, dépendance mentale, dépendance financière. Non, laisse-la parler, a dit Hervé à l'abonné au Monde. Ça veut dire, a dit Maud, que dans tous ces groupes qui s'agrègent autour des chanteurs, attends, je parle des chanteurs et des acteurs d'autrefois, à l'époque où c'était un culte, d'ailleurs ils se faisaient appeler carrément des idoles, eh ben, tu as une hiérarchie au fil des années. La plupart ne pourraient rien faire ailleurs que dans la bande. Ils sont grassement payés, ils défendent leurs avantages et leur statut de favori auprès d'un gourou tout-puissant, qu'il s'agisse de Johnny ou de Sardou ou de quiconque, dans ces années-là. Eh ben, mon gars, a-t-elle dit à l'abonné au Monde, je te défends de m'appeler mon gars, je t'appelle comme je veux, hein. Le personnel politique, depuis Sarkozy, a adopté les mêmes comportements sectaires. D'ailleurs, il se mélange aux idoles du showbiz, pareil, tout le temps. Depuis Mitterrand, qui était entouré d'acteurs et d'écrivains, et même depuis Giscard, qui faisait le siège de Marlène Jobert, et même depuis Pompidou. Mais c'est normal, a dit Christiane, qui a pris le relais comme psychiatre. Mais c'est très juste, cette affaire de dérive sectaire dont tu parles, c'est exactement ce que tu observes en effet à la puissance 10 dans le monde macronien. Tu n'as qu'à reprendre les critères un à un de la Miviludes, mise en danger de l'intégrité physique ou psychique. Je vous parle là de la définition d'une secte selon la Miviludes. Et là, tu vois tout de suite le rapport. Non, moi, je le vois pas, dit l'abonné au Monde. Eh ben, a dit Gustave, tu n'as qu'à lire le dossier de la loge Athanor, par exemple, qui est passé aux assises récemment. Et là-dedans, tu faisais tuer carrément les gens qui te gênaient. Tu regardes ce qui se passe pour certains qui écrivent des livres décrivant les malversations financières de la Macronie, qui menacent de dire que tout n'est pas clair pour Notre-Dame, loin de là. Je continue, a dit Christiane, la liste des critères pour la dérive sectaire. Il est dit emprise mentale. Ah, ça, c'était un peu mon domaine en psychiatrie, et là, je crois qu'on est absolument dans le tableau à fond.
Je ne sais pas si tu as vu le côté tétanisé littéralement des maires et des conseillers généraux quand le mec, qui ça le mec? Le mec va pérorer pendant 3 heures dans une salle polyvalente à Châteauroux, mais il y a fascination du serpent. Oui, parce qu'on sent en plus qu'il peut mordre. Mais je vous réserve le meilleur des critères de la dérive sectaire selon la Mivilude, a dit Christiane, pour la fin. C'est quoi? C'est le détournement d'argent. Et là, on est vraiment pile au milieu du tableau. On vient de le voir. Ah bon, a dit l'abonné au Monde, qui a fait l'ignorance. Oui, les millions des pièces jaunes, ça te dit rien. Mais c'est pas du détournement, hein, c'est rien mis dans la poche. C'est du détournement au sens propre. Il y avait un sens obligatoire, une trajectoire fléchée pour cet argent. Eh bien, il a pris un autre chemin. Il a donc été détourné du chemin prévu. Quand tu fais la quête un jour de messe de Pâques pour dire « faites un effort, il faut venir en aide aux familles dans le besoin » et que les gens donnent pour les enfants pauvres, tu n'emploies pas les sous que tu viens de récolter pour refaire le toit des vestiaires du club de foot. Ça, c'est un principe bafoué, a dit Christiane. Mais je vais te dire plus encore, c'est que là, nous sommes au comble de la perversion. Parce qu'un curé qui fait ça, qui ferait ça, oui, je fais exprès de prendre l'image d'un curé et de la quête du dimanche, ça revient au même. Si, je te garantis, ça revient au même, tu vas voir. Je prends donc l'hypothèse d'un curé dingue, mettons obsédé par le foot. Et quand je dis le foot, ça peut être par les vestiaires du foot, si tu vois ce que je veux dire, je vois pas le rapport. Tu es lent parce que tout le monde a déjà compris. En tout cas, le produit de sa quête, au lieu de venir en aide aux pauvres de la paroisse, ça va faire quoi? Il va alimenter ses obsessions à lui, le curé, et là tu vois très bien le rapport. Si tu verses cet argent, cette manne inespérée à des familles nécessiteuses, c'est pas de l'argent qui alimente ce que tu es, toi, le curé, ce que tu aimes, toi. Or, justement, tu es un gros narcissique, il n'y a que toi qui t'intéresse. Et là, a dit Christiane, je continue à parler à mots couverts pour ne pas attirer les corbeaux sur la chronique de notre ami c'était moi, mais dans cette obsession du curé, de la défense du jeune fouteux dont les vestiaires sont abîmés, il y a toute la perversion narcissique du curé fou, du curé cinglé qui se raconte une histoire de protection de l'enfance et de la jeunesse inscrite au foot avec l'argent des autres, et cette histoire est un peu la sienne. Il ne cesse de se raconter sa propre histoire, pour s'en justifier, pour s'en repaître, pour avoir raison encore et toujours. Et si par hasard un paroissien décidait de faire des tracts pour expliquer que le curé est un gros narcissique qui a détourné l'argent de la quête pour flatter son obsession du foot, s'il se mettait à raconter le passé de ce curé qui n'a jamais cessé de tout ramener au foot, il serait poursuivi par le curé en question, non pas pour diffamation, mais pour avoir osé raconter son histoire à sa place. Et dans les procès à répétition qui pourraient s'ensuivre contre l'auteur du tract pour calomnie, pour harcèlement, suivez mon regard, il y a d'abord cette auto-justification rampante. Il s'agit de dire « personne n'a le droit de prétendre savoir ce que je ressens, qui je suis et pourquoi j'agis et pourquoi je détourne l'argent public pour flatter mes obsessions personnelles ». Et en effet, les pervers narcissiques ne supportent pas que tu dises quoi que ce soit qui démonte leur système de pensée, leur construction mentale personnelle. Nous sommes bien là, a dit Christiane, dans l'emprise sectaire. Dans ce genre de situation, il y a généralement une mafia de proximité que l'on tyrannise, à qui on ferait faire n'importe quoi. Le problème, a dit Gustave, c'est que cette emprise sectaire devient complètement folle en ce moment. Vous avez vu qu'ils veulent supprimer carrément la liberté de parole, et de parole contre qui? Je vous le donne en mille, il n'est pas question de ça, dit l'abonné au Monde. Il est question d'empêcher les enfants de 14 ans de se mettre à plusieurs pour martyriser quelqu'un sur Internet, ou de voir des contenus dégueulasses. Il est surtout question, a dit Gustave, en se fâchant un peu sur le ton Rému Galabru, en regardant les présents tour à tour pendant son petit plaidoyer, il est question d'obliger les adultes à prouver qu'ils n'ont pas 15 ans et donc de prendre leur empreinte au passage. C'est le même principe que le pass sanitaire et le QR code. On ne va pas nous raconter des histoires, c'est aussi le principe de toutes les sectes, de toutes les sociétés secrètes. Il faut avoir un sésame, il faut réaffirmer sans cesse
son appartenance à la secte à intervalles réguliers. Alors au début, tu n'as pas le sésame si tu as moins de 15 ans, et à la fin, tu ne l'as pas si tu penses mal, si tu critiques, si tu as révélé des secrets d'État, si tu n'entres pas de plein pied dans la névrose des gens au pouvoir. Et si tu persistes à prôner la réticence et la transparence à leur égard, tu finis, comme toutes les victimes des sectes, par un suicide collectif consenti ou non. Ça commence déjà pendant la Grèce antique, ensuite sous les empereurs romains Néron, Caligula, ça y va très fort. À chaque fois qu'un régime flirte dans l'histoire avec l'embrigadement mental, et là nous y sommes, le suicide conseillé ou imposé refait surface. Sous Staline, ça marchait à fond, sous Hitler, pareil, et désormais on voit très bien que des gens en parfaite santé, bourrés d'énergie, de détermination, qui vont sortir un livre le mois prochain, choisissent de sauter du 8e étage ou de se pendre à la veille d'un rendez-vous important, ou prennent une balle comme aux États-Unis. Mais là, aux États-Unis, suivez mon regard, le club des gens qui disent non à la secte commence à grossir de jour en jour. Aux États-Unis, on commence à dire ouvertement: ils commencent à paniquer, allons-y, et à faire tuer leurs ennemis, à truquer les élections. On les aura, on les aura. On réunit les preuves en ce moment même. On commence à comprendre qu'ils ont besoin, tous ces gens de l'état profond, de la guerre, de l'esprit de fanatisme pour subsister. Il n'y a plus un seul Américain en ce moment pour dire qu'il faut défendre l'Amérique par les armes hors frontières. Et bien maintenant, c'est l'Europe qui le dit à leur place et qui répète que Poutine s'apprête à débouler chez nous, et qu'il nous faut absolument une armée, etc. Et pourquoi ? Parce que la secte, enfin tout ce qui reste fauteur de guerre américain et européen, a choisi de se replier sur l'Europe institutionnelle. Ils savent très bien que c'est leur seule chance de survie. C'est aller trop loin. Ils risquent une épuration majeure, sans précédent, pour tout ce qu'ils ont fait avant, le Covid, le carbone, l'immigration, la pédophilie d'État international. Désolé, mais on ne pouvait pas aller plus loin. Et les peuples veulent désormais leur vengeance. Tu parles, dit l'abonné au monde. Mais on sentait un peu dans sa protestation une sorte de mollesse s'installer. Là, Vladimir a dit qu'il fallait qu'il nous quitte sur le grand écran, et là, qui coupe la communication. Mais il a recommandé de ne pas oublier de mentionner le fait que désormais, Américains et Russes sont obligés de cacher à l'Europe les termes de leur plan de paix, qui est imminent, pour éviter que les Européens ne fassent tout capoter exprès. Et quand je dis les Européens, c'est en effet la clique de tous ceux qui finiront en prison une fois la paix signée. Bizarrement, a dit Maud, comme rien n'arrive par hasard, tu vois surgir en ce moment dans la presse française des informations tardives qui, hier encore, te valaient le bannissement pour complotisme. Premièrement, le président Macron a bel et bien fait le voyage de Washington pour dire à Trump « Tu arrêtes ta Candace Owens à propos de Brigitte ou je ne signe pas la paix ». Oui, tout le monde à l'époque disait que c'était de la folie de le prétendre, de dire un truc pareil qui était tellement énorme. À présent, là, avant-hier, c'est paru dans Le Monde. Ensuite, maintenant, l'intéressé, la Candace Owens, se répand partout en disant qu'on a failli la tuer et que le contrat venait de France. Et bizarrement, la presse française commence à sortir du silence, certes en disant que c'est absurde, mais elle rend compte quand même des choses, on ne sait jamais. Et le bouquet, a insisté Maud, ça va exactement dans le sens de ce que disait Léon, sur qui je compte d'ailleurs pour qu'il le confirme, c'est qu'ils sont en train de dire que, d'après le dossier Epstein, Jack Lang entretenait des relations vraiment suivies avec la fameuse île aux enfants. Et là, on comprend que la page soit en train de se tourner. Les grands mafieux de l'État profond américain et européen, ceux qui veulent la guerre à tout prix pour couvrir leur turpitude, n'y parviendront pas. Hélas, a dit Léon, puisque Christian a mis cette histoire de secte sur le tapis, on peut en inférer la suite et la fin. Comme dans la plupart des sectes, quand il ne suffit pas d'éliminer les mauvais éléments, on prône le suicide collectif, c'est classique. Et dans notre cas, le suicide collectif, c'est bel et bien la guerre. Donc il faut vous attendre à plusieurs choses. Premièrement, comme je l'ai dit 20 fois depuis 4 ans, le Macron et la Macronne vont être les derniers dans le bunker après une dernière tentative pour déclencher une guerre. Les Allemands aussi apparemment veulent leur guerre à des Gustave. Les Allemands
veulent surtout profiter de la situation pour se refaire une armée, a dit Léon. Désolé, a-t-il ajouté, moi qui suis à moitié allemand par mon père Nürnberg, je peux vous le dire, c'est un pays dominant, extrêmement pénible, qui a toujours envie de nous casser les pieds, nous, Européens du Sud, et qui trouve que les Latins, les Italiens, les Espagnols, tout ça doit être mis au pas. Et qui donc vont essayer prochainement de nous emmerder historiquement à nouveau, une fois de plus, mais sans y parvenir. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux choses. La logique de guerre est morte à partir du moment où l'énergie ne vaut plus rien, où elle est facile à produire. Et là, c'est imminent. Le moteur de la guerre, c'est la dette, elle va s'effacer. L'énergie aussi, elle va abonder. Et pourquoi c'est imminent ? Parce que c'est une nécessité historique. L'IA, l'intelligence artificielle demande trop de ressources en énergie. Or, l'IA, c'est évidemment le futur de la machine à produire, à gérer, à inventer. C'est surtout l'enfer pour ceux qu'elle remplace, dit Maud. Pas forcément. Par exemple, l'IA est incapable de juger qu'une solution de guerre est acceptable. Tu me diras, il y a d'autres dangers, c'est vrai, mais il n'est pas malin de parler de l'IA unique. Elles seront bientôt aussi nombreuses, les intelligences artificielles, que les nations. Et le principal danger, tu vois l'écrivain, là, on en revient à ce que tu disais, à ton thème du début. Le principal danger, c'est que l'IA fasse comme le dessin des voitures, qu'elle se serve des mêmes équations pour faire les profils, de sorte que maintenant, une Mazda, une Ford, une Opel ont pratiquement toutes la même forme, la même gueule. Il y a un moyen d'en sortir, justement, a dit Léon, c'est que si l'énergie ne coûte pratiquement plus rien, à part pour les voitures de course, l'aérodynamisme deviendra moins nécessaire. Et donc tu vas voir rouler les engins biscornus, comme autrefois, qui ne ressembleront plus à des soucoupes volantes. Tu vas les voir voler, surtout, a dit Léon, car le futur, c'est évidemment le drone à 4 ou 6 ou 8 hélices qui voit tous les obstacles, qui s'arrête net en l'air, ce que l'avion ne fait pas, qui se pose n'importe où, ce que l'avion ne fait pas non plus. Donc c'est l'âge d'or en 2027, 28, a dit Léon, parce qu'avant, la secte va s'autodétruire. À bientôt, merci.